3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guiboud est avec nous ce soir, responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker est avec nous en plateau également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy et Philippe Gudin nous accompagne également ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Vous êtes économiste senior chez Barclays. Je commence avec vous sur la situation britannique, Philippe. Est-ce que la Banque d'Angleterre va pouvoir arrêter ses achats d'urgence entamés il y a 2 semaines maintenant, ce vendredi 14 octobre comme prévu? Et si ce n'est pas le cas, que peut-il se passer entre le 14 octobre et le 31 octobre, date de présentation du budget britannique? J'aimerais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. Effectivement, on a tous été un peu surpris par ce qu'a fait la Banque d'Angleterre. Annoncer du quantitative tightening et puis juste après annoncer qu'on reprend les achats d'actifs, non stérilisés pour l'instant d'ailleurs. Ça fait l'effet d'un demi-tour complet sur la politique monétaire. En réaction à des annonces du gouvernement sur la politique budgétaire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle dans notre jargon la fiscal dominance. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir ce qu'aurait pu faire d'autre la Banque d'Angleterre dans la mesure où la décision n'est pas motivée par la politique monétaire, mais la politique financière. C'est le FPC qui a pris la décision, qui est chargé de veiller à la stabilité financière du pays. Or, compte tenu de la réaction des marchés après les annonces du gouvernement, on avait quand même de grosses craintes, notamment pour la solidité des fonds de pension, qui sont fortement affectés par ce mouvement sur le marché obligataire. On l'a vu très vite, ça s'est traduit par des tensions sur les taux des mortgages, dans un marché immobilier qui est déjà extrêmement faible, avec un risque que ça entraîne l'économie encore plus dans une spirale de faiblesse, puisque rappelez-vous, même si au Royaume-Uni les taux de mortgage ne concernent, enfin à taux variable, concernent moins de mortgage que par le passé, on a quand même encore 20% qui sont indexés, et puis parmi les taux fixes, certains redeviennent variables au bout d'un certain temps. Donc on pouvait craindre quand même un effet sur l'économie assez massif dans un marché qui est déjà, un marché immobilier qui est déjà affaibli. On a eu depuis, en plus, c'était hier, aujourd'hui, je crois, les résultats du PIB pour le mois d'août, qui sont très mauvais, qui nous ont conduit, nous, à réviser fortement à la baisse notre prévision pour le 3e trimestre, avec un effet d'acquis négatif. Ça veut dire que maintenant, on voit l'économie britannique reculer l'année prochaine. Donc là, c'est le début de la récession. C'est le début de la récession. Ça commence maintenant, là, pour le Royaume-Uni. Ça commence maintenant, ça commence plus tôt que ce qu'on avait anticipé. On attendait un début de récession plutôt au 4e trimestre de cette année. C'est vrai que le retournement a été assez violent dans l'industrie manufacturière, comme partout d'ailleurs en Europe. Mais disons qu'on observe également une certaine faiblesse dans d'autres secteurs de l'économie, ce qui était plutôt inattendu. Donc tout ça se produit quand même à un moment pas très favorable. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience les détails du budget, voir s'il y aura des choses qui seront modifiées, si on a quelque chose d'un peu plus crédible, si on a des choses sur la stratégie à moyen terme. Parce que ce qui a déclenché cette panique, c'est effectivement l'inquiétude sur la soutenabilité de la dette. On a un peu l'impression que le Royaume-Uni est devenu l'Italie. Parce que c'était plutôt sur l'Italie qu'on avait l'habitude de voir ce genre de mouvement. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de la BCE, mais avec forcément une réaction de la Banque centrale également. Voilà tout ce qu'on peut dire, mais honnêtement, on est un peu dans le flou. Et est-ce que la Banque d'Angleterre devra poursuivre ses achats après la date limite? Moi, j'ai pas la réponse. Non, mais oui. La fermeté d'Andrew Bailey est quand même challengée de ce point de vue-là. Absolument. Hervé, votre lecture de la situation britannique, qui est le storytelling quasi quotidien aujourd'hui dans Smart Bourse depuis quelques temps. Ma question, pourquoi ils utilisent cet outil qui est fondamentalement un outil de politique monétaire, même s'ils se défendent du fait que ce soit du vrai QI, ça a quand même l'odeur et ça ressemble quand même beaucoup à un programme d'achat d'actifs traditionnels comme on l'a connu pour d'autres banques centrales. En fait, il y avait le feu dans une partie de la maison, l'industrie des fonds de pension, il fallait agir, ils ont utilisé ce qu'ils avaient comme instrument. Ils en avaient un à disposition pour acheter des titres d'État. On prend la massue directement. Ils l'ont fait. Mais je pense que, pour comprendre ce qui se passe et établir les responsabilités, je pense qu'il faut quand même élargir le champ. C'est pas une relation entre la Banque centrale et l'industrie des fonds de pension. Il y a un cadre macroéconomique qui n'est pas bon. La récession est là. Bon, on s'y attendait un peu plus tôt, un peu plus tard. Ça, évidemment, c'est toujours difficile à dire. Il y a une inflation qui est forte, il y a un déficit budgétaire qui est important, on doit être autour de 6 points de PIB, il y a un déficit extérieur qui est à peu près du même montant. Dans ce contexte-là, lorsque vous maniez
l'arme de la relance budgétaire, vous le faites à bon escient et avec une certaine prudence. Et là, il y a eu des annonces à l'emporte-pièce par le chancelier de l'Échiquier, parce que si on compte bien, on doit être à 6 ou 7 points de PIB. Alors c'est vrai, il y a de la politique. Au moins, oui. Énergétique, on aide les ménages et les entreprises, il y a de la politique fiscale qui veut avoir un côté Thatcher-Reagan il y a 30 ou 40 ans, à un moment qui est quand même complètement différent, faire de la dérégulation aujourd'hui au Royaume-Uni est utile, faire de la baisse d'impôts aujourd'hui au Royaume-Uni chez les gens les plus aisés, est-ce vraiment utile, quoi? On a l'impression qu'il y a du plaquage, d'une nostalgie. Un dogmatisme, on peut le dire. Disons-le comme ça. Et en fait, bon, la responsabilité, elle est dans une mauvaise prise en compte du cadre macroéconomique et ce que cela offre comme degré de liberté au gouvernement d'une économie de taille moyenne qui aujourd'hui a perdu ses repères en quittant l'Union européenne. Et donc il y a cette politique un peu intempestive de ce nouveau gouvernement. Voilà où est la responsabilité. Alors la pauvre Banque centrale, elle a fait ce qu'elle pouvait. Moi je pense qu'aujourd'hui comprendre exactement ce qu'il y a dans les bilans de ces fonds de pension, c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que la Banque centrale y voit clair. Et donc le plus probable, c'est que on gardera le soutien tant qu'on ne se dit pas que tout est réglé, quoi. Moi, je vous écris la suite de l'histoire, parce que les participants de marché, ils viennent et on en parle. Si la BOE continue d'acheter au-delà du 14 octobre, oui, ça y est, elle est en soumission totale au gouvernement britannique. Et ce que fait la BOE, c'est un indicateur avancé de ce que feront les autres banques centrales le jour où il y aura un stress de liquidité systémique ici et là. On repartira en QE, en planche à billets, etc. Ça, c'est un discours que j'entends monter de partout. Et c'est mal ou c'est bien? Je ne sais pas si c'est mal ou c'est bien. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le bon exemple à suivre, la Banque d'Angleterre. Et j'ai plutôt l'impression que les autres banques centrales feront tout pour ne pas suivre ce genre d'exemple. Alors Gilles, et puis réaction. Moi, ça m'inspire trois choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, pour reprendre sur ce dernier point, c'est que souvent, l'Angleterre était citée en exemple comme étant la banque centrale à suivre. Donc effectivement, si c'est la banque centrale à suivre, ça peut tracer la voie. Elle est partie la première au sein du G7 maintenant, en décembre 2021. Sur la réaction de la Banque centrale, un des mandats de la Banque centrale, c'est la stabilité des marchés. Donc la question, c'est comment on fait pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu, on rachète les actifs parce qu'il fallait offrir de la liquidité. Donc en fait, elle n'a pas eu le choix. Ce que ça illustre, et c'est ça le point le plus intéressant, c'est qu'en réalité, la montée des dettes à laquelle on a assisté depuis des années a conduit à un abandon total d'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques centrales doivent répondre au gouvernement. Si le gouvernement décide de faire n'importe quoi, ils n'ont pas d'autre choix. C'est maintenant qu'on va avoir la preuve qu'elles sont pas si dépendantes que ça de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Mais la réponse, on l'a déjà eue. C'est-à-dire qu'en réalité, si le gouvernement décide de faire n'importe quoi, la Banque centrale est là en dernier ressort pour dire, de toute façon, on va essayer de jeter de l'eau. Donc le cas britannique, c'est un cas qu'on peut retrouver ailleurs. Mais aujourd'hui, les banques centrales, à mon sens, je pense que la question de l'autonomie des banques centrales est une question qui doit se poser. Dernier point, pour l'Europe, c'est que, encore une fois, ce qu'on a avec l'exemple britannique, c'est exactement pour tous les autres pays de la zone Europe, de la zone euro, c'est l'exemple à ne pas suivre, et c'est de se dire, avant de faire n'importe quoi et de vouloir penser simplement à son échelle nationale, il faut bien penser sur une échelle continentale si on veut s'en sortir. Oui, mais nous aussi, on va avoir 5-6 points de PIB de déficit l'an prochain dans nos économies européennes. Personne n'imagine que la BCE va se remettre à monétiser ces... En tout cas, ce n'est pas le plan qui est prévu jusqu'à présent. Non, mais je pense que c'est la question qui doit se poser, c'est de se dire finalement, quand on regarde les économies de la zone européenne, il faut arrêter de les regarder forcément une à une, il faut peut-être essayer à un moment de se poser, de se dire à un moment donné, il va falloir consolider. On n'y est pas. Mais l'Europe ne s'est construite ou n'a fait des pas en avant que dans les crises. On va en parler, mais... Jean Monnet. Oui, bien sûr. Est-ce que le niveau de douleur est suffisant aujourd'hui pour imaginer une nouvelle étape de mutualisation? Mais revenons sur l'histoire britannique. Encore une fois, le narratif qui va suivre, c'est regarder la Banque d'Angleterre. Elle remet en marche la planche à billets dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une question de déficit, dès qu'il y a une question, effectivement, de trajectoire budgétaire pour laquelle il faut être là. Hervé a mentionné quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est le déséquilibre extérieur. C'est-à-dire qu'on a un choc de termes de l'échange massif, de l'ordre de 4 points de PIB. Le Royaume-Uni était déjà
dans une situation de déficit courant important. Ce déficit s'aggrave. Et c'est la grosse différence avec la zone euro. La zone euro avait un excédent, elle se retrouve à peu près à l'équilibre. Mais finalement, il n'y a pas de problème de financement de l'économie européenne. Il y a un problème de financement de l'économie britannique. C'est-à-dire qu'on est au bord de la crise de balance des paiements. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise de balance des paiements? On fait exactement l'inverse de ce que fait le gouvernement britannique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il faut resserrer à mort la politique budgétaire. Donc pour l'instant, on va dans le sens inverse. La politique monétaire, elle ne peut pas faire grand-chose dans ces cas-là, à part resserrer aussi. Mais c'est vrai que... Donc il y a quand même une situation britannique qui rend le cas unique en l'espèce. Ils ont voulu par rapport à l'Europe, en tout cas, ils ont voulu sortir de l'Europe, voilà, ils assument. Ils veulent déréglementer à outrance, ils veulent sortir de toute la réglementation européenne, voilà, c'est leur choix. Il faut en payer les conséquences, il faut payer le prix. Donc on est en train de voir, à mon avis, un effet supplémentaire du Brexit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Avec peut-être cette espèce de fierté qui consiste à dire, regardez, on est sorti de l'Europe, on va pouvoir reprendre notre indépendance. Notre indépendance, en fait, elle est totalement virtuelle. On sent quand même, oui, dans le gouvernement de Liz Truss et Liz Truss peut-être en tête, une forme de, je disais dogmatique, de jusqu'au boutisme. Enfin, l'idée qu'on a raison. Oui. Et que pour l'instant, on n'en démord pas. Aujourd'hui, elle confirme qu'il n'y aura pas de coupe dans les dépenses prévues. Elle le redit aujourd'hui de manière assez directe. Ça se terminera sans doute différemment. Mais... Sans doute. Ouais, non, enfin, il n'y a pas que de l'économie dans cette attitude des Britanniques. Il y a une nostalgie de l'Empire, il y a un regard sur eux-mêmes qui est plus pénétré d'histoire que de géographie. Or, l'économie, c'est plus affaire de géographie que d'histoire. Donc, il y a quand même un contresens à la base de tout ça, mais ça c'est presque de la psychanalyse de la population anglaise, c'est comme ça. Non mais le point c'est que quand il n'y a pas beaucoup de degrés de liberté, ni en politique budgétaire, ni en politique monétaire, on se parle et on fait attention à ce que l'on dit. Et là, ils ne se sont pas parlé, ils n'ont pas fait attention. Ben voilà, ça s'il y a une leçon à retenir pour tous nos pays, c'est qu'il ne faut pas faire comme eux. On sait bien que les marges de manœuvre sont limitées et donc chaque carte, on l'utilise à bon escient. Oui. Et là, ils ont utilisé tout à mauvais escient, mais ce sont des Britanniques. Encore un mot, parce que alors, Andrew Bailey, hier dit donc, les fonds de pension, vous avez 3 jours pour get this done. Qu'est-ce que c'est Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils leur demandent de faire concrètement au fonds de pension britannique? Moi, je comprends qu'il y a des positions à liquider. Est-ce que ces phénomènes de liquidation, d'ailleurs, est-ce que ça peut générer des effets de contagion jusqu'à nos marchés à nous en Europe, Gilles? Est-ce que c'est des opportunités pour des investisseurs opportunistes, peut-être, justement, de se mettre en face? On est en train de voir combien la baisse des taux qui a eu un impact positif sur la valeur des actifs. En réalité, la remontée des taux, elle a un impact négatif sur la valeur de ces mêmes actifs. Pour les fonds de pension, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a sans doute une situation de déséquilibre qui s'est créée. Et donc, il faut pouvoir faire des réajustements dans leur position. Surtout que pour aller chercher des rendements, ils avaient dû sans doute être amenés à faire des opérations qui avaient introduit du levier dans leur position. Donc, à un moment donné, c'est de dire, remettez les choses à plat, enlevez ce niveau de risque-là. Est-ce que 3 jours, c'est suffisant? Sans doute pas. C'est pour ça que ce matin, d'ores et déjà, on commence à avoir quelques commentaires qu'en réalité, il avait dit, je vous donne 3 jours, mais en réalité, vous inquiétez pas, ce sera un peu plus. Et c'est ce qui fait que le marché s'est repris ce matin. Oui. Le marché, simplement parce que on voit bien, et j'en reviens à mon point précédent, c'est qu'en réalité, la Banque centrale, un de ses mandats, c'est la stabilité des marchés. Et donc, en réalité, si vendredi, ça n'a pas été fait et qu'il faut aller jusqu'à la semaine prochaine, maintenant, il y a sans doute... Enfin, ça fait 10 jours que le programme a commencé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a même eu des jours la semaine dernière où la BOE n'achetait pas. Parce que, visiblement, il n'y avait pas ce qu'ils voulaient acheter, en tout cas, qui leur était présenté. Il y a sans doute la nécessité d'essayer c'est toujours entre la carotte et le bâton, c'est dire faites-le, et puis de temps en temps remettre un petit peu d'huile dans les rouages pour permettre de démonter des positions. Et puis et ne pas complètement ne pas en mettre trop pour quand même forcer ces réajustements. Donc c'est un pilotage qui est sans doute assez complexe. J'aimerais pas être à leur place. Heure par heure, c'est pas meeting par meeting, là c'est heure par heure qu'on gère la situation au Royaume-Uni. Sur la question des banques centrales au sens large, l'idée d'une coordination, en tout cas il y a un souhait de plus de coordination, Christine Lagarde l'exprime aujourd'hui notamment. Alors que la coordination des banques centrales soit souhaitable, c'est un point, effectivement. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est quand même très chacun pour soi et cavalier seul.
Alors, est-ce que la situation peut être un peu plus homogène? Et quand on parle de coordination dans cette normalisation monétaire historique, de quoi parle-t-on? Coordination des banques centrales, ça s'est produit dans le passé que quand on avait une crise grave, soudaine, et qu'il fallait assouplir et injecter des liquidités. En fait, on a vu des baisses coordonnées de taux d'intérêt, on n'a jamais vu de hausse coordonnée de taux d'intérêt. On a vu des injections massives de liquidités là où on avait l'impression que les marchés allaient se gripper au niveau mondial. 2008, par exemple, voilà, c'est l'exemple récent en tête. Mais j'ai pas l'impression que l'idée de se coordonner dans cette période qui est quand même très particulière, où on a à la fois un pic inflationniste, un ralentissement de l'économie, dans des pays où la situation économique est très différente quand même. Il ne faut pas oublier que la situation des États-Unis, c'est pas du tout la même que la situation de la zone euro. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne n'arrête pas de le répéter. Donc je ne vois pas pourquoi on se coordonnerait davantage. Enfin, moi, j'ai quand même des doutes sur cette idée de coordination. Aux États-Unis, on est en fin de cycle, on a une économie qui est en surchauffe, qu'il faut rafraîchir ou refroidir, je ne sais pas comment on peut dire, où on a eu une politique budgétaire très expansionniste, mais de façon différente de l'Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a vraiment boosté la demande à fond. On se retrouve avec un revenu des ménages qui était supérieur en sortie de crise Covid à ce qu'il était avant. Et il y avait effectivement un besoin de ralentir. On est en fin de cycle. En Europe, c'est très différent. En Europe, on n'a pas pris du tout les mêmes mesures sur le plan budgétaire pendant la crise Covid. On a pris des mesures d'urgence pour soutenir l'économie, pour éviter une destruction de potentiel économique, donc pour éviter qu'il y ait des faillites d'entreprises, pour éviter que des employés soient mis au chômage. Ça a marché, mais on n'a pas boosté la demande à fond. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, parce qu'effectivement, il y a une tentation de la part des gouvernements de soutenir la demande, alors même que la Banque centrale envoie le message opposé, disant nous, ce qu'on veut, c'est dampen demand, donc voilà, affaiblir la demande. Donc il y a cette question, mais on voit bien que c'est quand même très différent de la situation américaine, où là, il y a quand même une bonne entente pour que l'idée ce soit d'avoir un ralentissement et d'avoir un relâchement des tensions sur le marché du travail. Et donc si les situations sont différentes et que la coordination finalement n'est pas une bonne méthode pour adresser le problème, ça veut dire quand même que structurellement, vous imaginez que l'écart de taux directeur entre les États-Unis et l'Europe va être grand pour sans doute assez longtemps. Pour l'instant, il est beaucoup plus grand qu'il n'a été dans les 10 années précédentes. Oui, enfin, il a été important déjà depuis quelques temps. Et puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Banque centrale resserre à peu près au même rythme que la Fed. Elle pourrait d'ailleurs continuer à resserrer un petit peu plus longtemps. Mais je ne suis pas certain. Après, il y a la question du taux de change. Est-ce qu'il faut se coordonner sur le taux de change? Là, c'est différent. C'est pas que les banques centrales, les taux de change. C'est quand même une prérogative des ministères des Finances et c'est de la prérogative du G7, théoriquement. Donc, il peut y avoir la question de savoir si à un moment ou l'autre, le G7 va considérer qu'on a des déséquilibres majeurs de taux de change et qu'il faut éventuellement envisager des interventions. Mais c'est un autre sujet. C'est pas une coordination des politiques monétaires. Le Japon, il est prêt sur l'échange. On a 146 yens contre dollar encore aujourd'hui. Peut-être même le Royaume-Uni aussi. Peut-être même que le Royaume-Uni aussi. Hervé, sur l'idée d'une coordination, parce qu'encore une fois, les appels montent de ce point de vue-là. Je pense que l'idée, c'est qu'on est confronté à un risque. En gros, il y a un effet multiplicateur des uns sur les autres à ce que chacun monte les taux parce qu'il y a les mécanismes de change, il y a les mécanismes de marché qui se répandent un peu partout autour du monde. Donc c'est vrai que tout le monde allant dans le même sens, indépendamment, il y a un risque d'effet boule de neige déstabilisateur sur les marchés et au-delà des marchés, on pense singulièrement au marché d'échange, sur l'économie réelle au travers des mécanismes de prix importés. Donc ça, on voit bien qu'il faudrait essayer de se parer contre ce risque. Alors, est-ce qu'on peut le faire ? En termes de mandat, c'est compliqué parce que chaque mandat est national et donc chacun doit répondre à son mandat. Et puis, je pense que la bonne réponse, c'est intégrer la dimension calendrier. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que pour se dire, mon Dieu, il y a un risque d'effet boule de neige, si on regarde les futurs, par exemple, entre les États-Unis
et la zone euro. Un futur 3 mois américain, ça va taper 4,50 en gros. Un futur 3 mois en zone euro, ça va taper 3,50. C'est quand même un écart de taux beaucoup plus faible. Donc en la matière, on a quand même le sentiment que cet effet multiplicateur dangereux est peut-être pas aussi grand que ça. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est avec une image à maintenant, et là on se dit ah mon Dieu, les Japonais, les Européens, les Britanniques, les Américains, les autres, ça ne va pas. Mais si on se projette un peu, les écarts sont plus faibles. Donc moi j'aurais envie de dire, c'est sur le papier à date une bonne idée, c'est difficilement actionnable, et si on prend la dimension temps, il me semble que le danger face auquel on est peut-être pas aussi grand que ça, au moins pour les pays riches. Pour les pays émergents, ils subissent, c'est vrai, et on le voit alors sur l'échange un peu, sur les sorties de capitaux beaucoup, et donc là il y a une difficulté, mais c'est une difficulté qui n'est pas nouvelle, quoi. C'est quelque chose que l'on connaît bien. Bon, vous l'évoquiez, Gilles, l'idée que l'Europe est peut-être au bord de franchir une nouvelle étape en matière de mutualisation. Parce que là aussi, comme pour les banques centrales, chaque pays en Europe répond à sa manière à la crise avec ses marges de manœuvre. Alors la stratégie globale est assez cohérente, enfin, les boucliers tarifaires, etc. Tout le monde reprend à peu près les mêmes schémas au sein des grandes économies européennes. L'Allemagne relance quand même jusqu'à 200 milliards potentiellement, avec un bouclier qui a été fortement rehaussé de ce point de vue-là. Est-ce que ça ouvre la voie alors à une dérive budgétaire pour d'autres États qui n'auraient pas ces marges de manœuvre, ou est-ce que non, l'étape qui permet de résoudre vraiment la crise, c'est l'étape de la mutualisation, comme on a pu l'avoir à travers la crise Covid? Je pense qu'il y a deux considérations. D'abord, l'Allemagne peut se le permettre. Ah bah évidemment. Donc, et qu'il faut s'en féliciter parce que ça reste la première économie de la zone euro, et qu'un ralentissement de l'Allemagne entraîne un ralentissement de toutes les autres économies. Donc finalement, on devrait être assez content que l'Allemagne soutienne son économie. Là où ça pose un problème, c'est éventuellement au sein de la zone euro les distorsions de concurrence que ça peut introduire. Parce que si on a du jour au lendemain des sociétés allemandes qui ont accès à du gaz et donc de l'énergie à un prix qui est bien moindre que les concurrents espagnols, français, italiens, là on va avoir un sujet. Maintenant, est-ce que pour autant il faut le bloquer? Pas nécessairement. Il faut peut-être le permettre et mettre des conditions. Oui. Et du coup, quelque part, accepter de mettre un pied dans la porte pour pouvoir ensuite faire passer le reste. Donc je pense qu'après, effectivement, si c'est juste d'établir une distorsion de concurrence, c'est pas entendable. Attends. Mais finalement, on doit quand même se satisfaire qu'on ait un soutien à l'économie qui se mette en place, parce qu'en fait, c'est quand même la seule économie qui peut se le permettre aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas épargné pendant autant de temps pour effectivement pas utiliser l'argent quand il fallait l'utiliser ou quand il faut l'utiliser aujourd'hui. Ça nous amène où la stratégie budgétaire européenne? Là aussi, c'est une conversation qui monte avec... alors, il y a eu les rumeurs, propos rapportés autour de Scholz, d'un infléchissement quand même de la position allemande sur l'idée un nouveau programme de dette mutuelle. Pourquoi ce qu'on a réussi à faire pendant le Covid en 3 mois, entre mars et mai 2020, l'annonce Angela Merkel, Emmanuel Macron, et puis juillet l'accord, bien sûr, mais le moment fort européen, c'est Macron-Merkel en mai 2020. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à reproduire ce schéma pour la crise énergétique qu'on affronte aujourd'hui? Le schéma, il peut être transposé parce qu'il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets budgétaires importants. Aujourd'hui, il y a le sujet de court terme qui est le paquet d'urgence. Le paquet d'urgence, c'est quoi? C'est de limiter l'impact de la hausse des prix sur l'activité économique et d'éviter des faillites d'entreprises, des chutes de consommation des ménages, etc. Paquet d'urgence, on n'y voit pas encore très très clair, mais il y a quand même sur la table le paquet énergie pour essayer de contenir les prix de l'électricité et du gaz, pour essayer de trouver des recettes pour financer tout ça. Et
Et pour l'instant, c'est du ressort des États membres. Et puis, il y a le paquet à long terme. Le paquet à long terme, c'est comment sortir définitivement du pétrole et du gaz russe en accélérant la transition énergétique. Et là, on a déjà quelque chose, ça s'appelle NGEU, c'est le plan de relance qui avait été fait après le Covid, qui vient d'être renforcé avec Repower EU. Donc, on a tous ces petits noms intéressants. Ouais. Repower EU, c'est quoi? C'est un boost de NGEU, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une stratégie pour essayer d'utiliser un maximum ce qui reste dans l'enveloppe de NGEU. Rajouter 20 milliards, alors ça semble peu, mais c'est toujours 20 milliards de plus, avec une clé d'ailleurs de répartition un peu différente qui permet de faire accepter aux pays du Nord qui vont peut-être plus souffrir de la crise énergétique. Et puis surtout, ça n'a pas été tellement remarqué, mais de rediriger des fonds européens qui sont utilisés pour la convergence, la cohésion, etc., vers cette stratégie de sortie du gaz russe et du pétrole russe. Donc, la stratégie de moyen terme, elle est là. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a plus de chances aujourd'hui de consommer les 1850 milliards du budget européen pluriannuel, c'est-à-dire MFF plus NGEU, qu'avant. Revenons au paquet d'urgence. Le paquet d'urgence, effectivement, c'est pour l'instant du ressort des États membres de le financer. Il faut se mettre d'accord déjà sur les modalités pour éviter justement ces distorsions de concurrence, pour avoir le même prix d'électricité pour toutes les entreprises en Europe. Et là, je crois que ça dépasse le cadre de la zone euro. C'est vraiment l'ensemble de l'Union européenne. Et je dirais, en étant un peu méchant, heureusement qu'on n'a pas les Anglais avec nous, parce que du coup, on ira un peu plus vite. Et donc trouver le moyen de financer ces mesures, y compris dans les États qui n'ont pas les marges de manœuvre budgétaires qu'à l'Allemagne. C'est vrai ce que dit Gilles. Il y a quand même eu une période où on demandait aux Allemands systématiquement de dépenser plus. Donc maintenant qu'ils dépensent plus, on ne va pas leur dire arrêtez. On leur reproche pas ça. Voilà. Ah non, pas du tout. Simplement, il y a des pays qui ne pourront pas se le permettre. Et pour ces pays-là, il faut peut-être envisager un mécanisme. Alors ça peut être des prêts. Ce sera difficilement des transferts, mais ça peut être des prêts, sur le modèle de ce qui avait été fait avec Schur, qui venait... C'était pour l'emploi, ça. C'était pour l'emploi. Donc on peut très bien réactiver Schur, d'ailleurs, c'est-à-dire avoir un Schur 2 pour soutenir les marchés du travail qui risquent de souffrir un petit peu pendant cette phase de récession, mais plus largement de financer des mesures qui vont permettre de mettre en place ce paquet énergie. Et ça coûtera plus que 100 milliards d'euros. Ça coûtera beaucoup plus. Les Allemands ont dit 200 milliards pour eux, alors c'est peut-être une façon d'exagérer, parce que c'est une enveloppe. On sait très bien que les enveloppes, ils ne les consomment jamais entièrement. Mais en tout cas, ça prouve leur volonté d'agir. Oui. Et donc, on est peut-être effectivement... C'est un signal fort. Et puis, il y a la question qui est pour l'instant pas du tout sur la table, mais qui est que se passe-t-il si un pays se retrouve sous le feu des marchés? Voilà. À tout hasard, l'Italie. Ouais. Est-ce qu'on a un instrument pour gérer ça? Oui, on en a un, sauf qu'il ne fonctionne plus. Il est mort. Comment ça? Le SM, il est mort. Personne ne l'a utilisé pendant la crise Covid. Il y a un stigma important. Donc, il faut réformer l'ISM, enfin le MES. MES, oui, mécanisme européen de stabilité. On a potentiellement 400 milliards à utiliser dans le MES. Ce serait dommage de s'en priver. Donc, comment faire en sorte que... Protéger l'Italie du feu des marchés, c'est le job de la BCE, ça, en dernier ressort. Mais il vaudrait mieux que ce soit d'abord la solidarité européenne. Et c'est là où on est plus fort tous ensemble que quand on est seul comme les Britanniques. C'est qu'effectivement, il peut y avoir un réflexe. Après... ça implique des concessions de la part de l'Italie. C'est-à-dire que si l'Italie se retrouve sous le feu des marchés, il faudra comprendre pourquoi, il faudra corriger le tir. Et ça, on rentre dans la... Mais c'est en ça que ce qui va être intéressant dans les prochaines semaines, ça va être la nomination, quand on va connaître la nomination du ministre des Finances. Du ministre des Finances en Italie. Ah oui. Et en réalité, ce que j'ai pu comprendre, moi, des discussions que j'ai pu avoir avec mes interlocuteurs italiens, c'est que la première ministre supposée, Giorgia Meloni, elle l'a bien compris. Et en réalité, on devrait avoir un petit peu de détente après la nomination. D'ailleurs, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, on en a parlé au moment des élections, on en a assez peu parlé. Non, mais c'est pas... les investisseurs gardent ça dans un coin de leur esprit. Toujours, toujours, l'Italie, bien sûr. Bien sûr, Hervé. Juste sur l'Italie, il faut bien voir que, en fait, on est face à quelque chose de connu, parce que des coalitions entre la Ligue, entre les frères d'Italie, le MSI autrefois et Forza, on a dû avoir 3 ou 4 gouvernements comme ça depuis la fin des années 90. Alors on peut dire que le rapport de force entre eux est différent, mais ce qu'il faut bien noter tout de même, c'est que l'expérience historique, Forza et MSI, ou Forza et Fratelli d'Italia aujourd'hui, ça nous mène habituellement une politique
plutôt conservatrice en matière de phénomènes de société et libérale en matière économique. Alors on peut dire aujourd'hui que tout a changé. On a eu les discours d'estrade de la campagne normale. Moi j'ai quand même l'impression que si on tempère les discours d'estrade par l'expérience de l'histoire, on a envie de dire que, surtout avec les contraintes de l'Italie, avec toute l'aide que l'Italie reçoit des institutions européennes aujourd'hui, enfin, dans l'environnement actuel, il faudrait vraiment être très risk-taker pour se mettre à dos l'Europe. Donc le plus probable, on n'en sait rien. Et c'est vrai que le marqueur pour les marchés, ça va être le ministre des Finances qu'on va mettre devant. Mais les Italiens le savent autant que tout le monde. Et donc, enfin, moi je crois que le plus probable, c'est que ça se passerait bien. Je dirais bien quand même 2 mots sur l'Allemagne. En fait, bon, on parle de politique budgétaire, mais en fait c'est de la politique énergétique qui se transforme d'un côté en politique budgétaire, de l'autre côté en politique industrielle. Donc tout ça c'est un peu compliqué et c'est pas du tout de la même nature que le plan de relance qu'on avait précédemment. Non, là où ça n'a pas marché, c'est que quand vous regardez, c'est assez étonnant, les grands pays européens, c'est-à-dire, je vais prendre France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Voilà, je prends ceux-là et je laisse les autres de côté. Jusqu'à maintenant, l'effort en termes de politique énergétique pour aider plutôt les ménages que les entreprises, d'ailleurs, c'était autour de 3 points de PIB. Là, les Allemands nous disent, je vais en mettre 5 de plus sur la table. Donc c'est vrai qu'au niveau de la politique industrielle, sachant que le 5, c'est pour les ménages et les entreprises, ça ne passe pas du tout, quoi. C'était un espèce de loup que l'on mettait en face des autres. On devait avoir une réaction de l'Europe. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'on a un comportement allemand assez typique. Il y a un problème, ils réagissent en allemand. Après, ils lisent la presse, ils reçoivent les commentaires de leurs chers collègues des gouvernements des autres pays membres et ils se disent, flûte, il faut qu'on fasse autrement. En fait, les 200 milliards, ça va être sur une période relativement longue, ça sera peut-être pas c'est pas un boost sur un trimestre. Non, mais bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que on agite cela. Ça a été assez maladroit de la part des Allemands, le présenter comme ça en disant, voilà, c'est un bouclier allemand parce qu'on a les moyens de se le payer. Je pense que la phrase était d'une maladresse incroyable. Oui, mais bon... La réalité, c'est que ça ne se passera pas comme ça. Et si, avec cette petite piqûre, on arrive à mutualiser une politique industrielle sur le prix de l'énergie pour nos entreprises, ça sera pas mal. Parce que jusqu'à maintenant, on a pensé accès à l'énergie et protéger les ménages. Tout le côté business et compétitivité coût de l'Europe par rapport au reste du monde, plus compétitivité coût entre pays européens, on l'avait mis de côté. Au moins grâce à cela, c'est sur la table, il faut qu'on fasse des choses à ce niveau-là, et ça c'est plutôt pas mal. Les Allemands ont réagi aussi parce que ce sont les plus en risque dans la situation actuelle. Leur modèle de croissance s'est complètement effondré. Explosé en vol. Le modèle de croissance, pour simplifier au maximum, c'était basé sur une énergie pas chère qui vient de Russie et exportée vers la Chine. Voilà. La Russie c'est fini et la Chine elle ralentit. Donc forcément il faut repenser le modèle et donc il faut complètement modifier la structure de l'industrie. Juste un mot sur l'Italie, Hervé. Oui, c'est vrai qu'on a déjà vu ce genre d'expérience. Ça s'est quand même assez mal terminé à chaque fois. En tout cas, la dernière fois, ça s'est très mal terminé pour Berlusconi. Et derrière, on a eu quand même la période un peu difficile de resserrement budgétaire, etc. Parce que, certes, ils sont libéraux sur le plan économique, mais ils sont aussi très dépensiers. Ils baissent les impôts, mais c'est pas financé. Donc, je crois que Giorgia Meloni a compris que cette fois-ci, il fallait pas refaire cette erreur. Puis peut-être confère l'expérience britannique. Peut-être que ça résonne aussi aux oreilles du futur nouveau gouvernement italien. Elle est plutôt bien entourée. Je suis d'accord. Le ministre des Finances, j'ai même entendu dire qu'elle avait un temps envisagé garder Daniel Franco, bien sûr, qui n'est pas forcément d'accord, mais bon, elle est allée essayer de draguer Fabio Panetta à la BCE. Oui, c'est ça. Il cherche vraiment des gars solides et reconnus par les marchés, les investisseurs. Tremonti, là, ce serait une catastrophe, effectivement. Mais je pense qu'elle a pris ça en considération. Moi, la crainte que j'ai, c'est pas tellement Giorgia Meloni, c'est la Ligue. La Ligue qui se retrouve laminée dans ces élections, qui voit sa concurrente arriver
comme Premier ministre et qui va vouloir entrer dans une surenchère sur les baisses d'impôts, sur l'application du programme, etc. Donc c'est pas pour tout de suite, mais dans le courant de l'année 2023, on pourrait voir des tensions dans la coalition. Philippe, vous avez raison, mais ça, on n'est plus dans l'économique, on est dans le politique. Oui, c'est l'instabilité politique italienne et la coalition qu'on a là, on peut s'interroger sur sa durée. Voilà. Ça, c'est tout à fait vrai, mais bon. Un mot des entreprises, parce qu'il nous reste 4 minutes. Non, mais on peut tout faire sur l'Italie, mais quand même, c'est le début des publications d'entreprises. Gilles, je voulais qu'on en dise un mot. Bon, LVMH, aucun problème. Est-ce que c'est un bon baromètre global, d'ailleurs? Est-ce qu'il faut se fier aux résultats d'LVMH pour extrapoler un peu sur la saison ou sur certains secteurs spécifiques de consommation? Alors, est-ce qu'il faut se fier aux résultats d'LVMH? Oui. Non, mais pour faire une lecture un peu globale. Comme baromètre, je suis pas sûr, puisque on a eu les résultats d'LVMH qui étaient bien meilleurs hier soir, mais dans la foulée, on a eu les résultats de Philips, de Vicat et de Klöckner avec 3 profit warnings. Donc, on a 3 pour 1. Ouais. Donc, est-ce que c'est un bon baromètre? C'est pas sûr. Non, ce qui est vrai, c'est que c'est une entreprise incroyable qui est sur un secteur bien particulier, qui a su ménager sa croissance bien mieux que tous les autres acteurs du secteur. Hein. On peut le voir en regardant le concurrent direct. Gucci a eu des accidents de croissance parce que c'est une entreprise qui a compris qu'il ne s'agissait pas d'aller faire de la course au volume nécessairement, mais qu'il y avait tout un côté aspirationnel pour être en mesure, en réalité, de pouvoir faire monter, d'accroître la valeur en même temps qu'on accroissait la qualité. Et donc, on s'aperçoit que c'est un algorithme de croissance qui est assez fort. Et sur les 20% de croissance qui sont annoncés, il y a 5% uniquement qui viennent des prix. Donc, effet change. Et le reste va être un mix entre un effet mix, justement, où on va avoir des produits qui sont plus riches, plus appréciés, et un petit peu de volume. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de récession. Qu'est-ce qu'ils disent de la consommation de leurs produits, des produits de luxe, en phase de récession, puisque c'est quand même un scénario auquel il faut se préparer? Je pense que pour les sociétés de ce type-là, il y a la reconnaissance qu'ils ne vont pas être complètement immunes. Et donc après, on en revient sur, finalement, c'est une question d'horizon d'investissement et qu'est-ce qu'on veut faire. À court terme, oui, s'il y a une récession, ils vont en ressentir un peu les effets, mais d'abord, ils ont montré qu'ils avaient une capacité d'adaptation. Hein. Ils nous rappelaient ce matin que lors du Covid, ils ont été capables de baisser les coûts opérationnels de 14% du jour au lendemain. Eux-mêmes ont été surpris par ce qu'ils ont réussi, ils ont été capables de faire. Donc, ils ont des capacités de réaction. Et donc, la question, c'est, à court terme, ils pourraient s'en ressentir. Ils pourraient ressentir les effets de la récession. Est-ce qu'à moyen terme, ça change leur positionnement? Pas vraiment, parce qu'en réalité, à chaque crise, ils sortent plus forts, parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont plus de moyens pour pouvoir soutenir leur marque. Donc ça reste... Même si ce n'est pas une stratégie de volume, on peut quand même constater que de plus en plus, leur marché est très large. Il n'y a pas que les riches et les ultra-riches qui achètent du LVMH. La question qui se pose, c'est une question, effectivement, qui est liée à l'évolution du modèle. On a eu une société, au sens général, qui s'est polarisée avec de plus en plus de riches. Et en fait, c'est leur bassin de clientèle qui s'est élargi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont... Et ça, c'est le reflet des discussions qu'on peut avoir ici. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, et donc qui font écho aux politiques qui peuvent être menées, c'est est-ce qu'on va continuer, quand on a un problème comme en Angleterre, à vouloir dire finalement on va faire des baisses d'impôts sur les plus riches? Ou est-ce qu'on ne va pas se dire on va faire des plans plus coordonnés et plus ciblés, ou dire finalement il va falloir aider les populations les moins favorisées parce que ces gens-là vont travailler mais en fait effectivement ils ne finissent pas la fin du mois, et que ces populations les plus aisées qui ont été les grands gagnants de la crise parce qu'ils ont eu la montée des actifs financiers, finalement c'est sur ceux-là qu'on va demander un effort plus important. Et c'est si on avait ce phénomène-là qu'on pourrait avoir leur base de clientèle attaquée. Et finalement, mais en réalité, depuis 50 ans, c'est pas ce qu'on voit. Non. Leur base de clientèle ne fait que croître. Je veux dire, et on le voit sur LVMH, mais on le voit sur les voitures de luxe, on le voit sur les yachts. Est-ce une minute pour dire un mot de la Chine, Hervé? Je sais que vous vouliez dire un mot. Le congrès s'ouvre ce week-end, évidemment. Donc, la réflexion en une minute autour de ce congrès.
Je ne crois pas qu'il faille attendre beaucoup de choses. Renforcement du président Xi, oui. Dans quelle mesure, on verra bien. Est-ce que suite à cela, on a un changement de la politique économique chinoise? Vraisemblablement pas. Et deux questions de fond. Est-ce qu'une politique économique marxiste, ça crée beaucoup de croissance? Et est-ce qu'on va adresser les problèmes structurels de l'économie chinoise? Pas assez de consommation, trop d'investissements, des investissements mal foutus et trop de dettes. On verra bien. Est-ce que la Chine peut encore avoir l'ambition de devenir la première économie mondiale? C'était un objectif presque officiel. Alors, si on raisonne purement en statistiques, elle le pourra. Par contre, l'objectif de 5% ou 5,5% de croissance dopé par de la dette, ça je crois que c'est illusoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Gilles Guibaud, responsable des actions européennes d'AXA IM, et Philippe Gudin, économiste senior chez Barclays, étaient nos invités en plateau.